C'est bon, nous pouvons commencer. Voilà, tout le monde a l'information. Donc, voilà, Elma, je te laisse la parole. Et... Ok. Bonsoir à tout le monde. Merci Caroline d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit à l'ENS. Donc vous étiez venue l'année dernière à l'occasion de la Nuit des idées pour parler de la même thématique. Du coup, on va essayer de présenter on avait dit 19h pour avoir le temps d'avoir des échanges après. Si vous avez des questions ou des remarques au fur et à mesure, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Donc ce soir, on reçoit Caroline Isambert, qui est titulaire d'un doctorat préparé au Centre de recherche historique, le CRH de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Donc vos recherches portent sur l'accès à la protection sociale et à la santé des personnes étrangères en France depuis les années 70. Donc, vous avez d'abord travaillé en tant que prof d'histoire-géographie en collège et en lycée, et vous travaillez aujourd'hui dans l'association de lutte contre le sida AIDS en tant que chargée du plaidoyer sur les thématiques relatives à la démocratie sanitaire, à l'accès aux médicaments, à l'innovation thérapeutique et à l'accès aux soins pour les étrangers et étrangères. Vous avez publié dans de nombreuses revues, des revues militantes comme Plein Droit à la revue du Gisti et des revues aussi plus académiques. Et vous avez publié récemment un ouvrage avec Jean-Paul Gaudière et Pierre-André Juven qui s'appelle Pandémie politique, où vous parlez de la question notamment du tri dans l'accès au système de santé et la manière dont la pandémie nous permet de re-questionner les approches de santé publique. Et donc on vous reçoit ce soir pour parler des questions du coup plutôt développées dans votre thèse qui s'appelait Soigner les étrangers, l'État et les associations pour la couverture maladie des pauvres et des étrangers en France des années 80 à nos jours, que vous avez soutenu en 2018 sous la direction de Nancy Green. Donc je vais vous laisser la parole. Après, je ne sais pas si vous préférez prendre des questions au fur et à mesure ou est-ce qu'on fait toutes les questions à la fin. Au fur et à mesure, mais surtout n'hésitez pas, il se peut que je sois moins attentive au chat, donc n'hésitez pas à me signaler qu'il y a une question qui a été posée. Je surveillerai le chat au fur et à mesure et comme ça, vous pouvez juste faire la présentation. Non, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Mais merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, je vais un peu changer d'avis sur la modalité de présentation. Je pense que je vais me passer de PowerPoint parce que j'en ai marre des PowerPoint. Voilà, il est tard, on va faire autrement. Et je pense que ça va peut-être aussi susciter un débat un petit peu plus libre. Peut-être un petit mot pour commencer, sur ce qui m'a fait arriver à ce sujet de la santé des étrangers. Comme vous avez pu l'entendre, mon travail est à la rencontre d'une démarche militante et puis d'une démarche de recherche. Et je dirais aujourd'hui que mon activité professionnelle est plus du côté de la dimension militante que de la dimension académique, et que c'est vraiment la rencontre avec les problématiques d'accès aux soins et d'accès au séjour, et ça rejoint d'autres intérêts. J'ai vu le programme du séminaire pour l'année, et c'est vraiment cette rencontre avec les problématiques très spécifiques des personnes vivant avec le VIH étrangères dans leur accès au titre de séjour et dans leur accès à une couverture maladie qui m'ont conduite à faire ce travail de doctorat, mais qui était en fait plus au service, à la fois au service d'une réflexion politique et militante, et puis qui était aussi une façon de rendre hommage ou au moins d'écrire l'histoire de mouvements sociaux pour la protection sociale des étrangers, dont, alors c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on n'est jamais tout seul à avoir de bonnes idées, mais dont quand j'ai commencé au début des années 2010 ma thèse, en fait il n'y avait pas grand-chose sur ce sujet-là, et je suis assez... alors je ne sais pas si ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que je ne peux pas dire que la situation politique se soit arrangée entre-temps pour les questions de santé et d'immigration, mais ces deux sujets
Donc, je ne dirais pas qu'ils étaient périphériques, mais en tout cas, ils occupent aujourd'hui une centralité beaucoup plus grande dans le débat public et beaucoup plus dans des termes qui, à moi, me conviennent. La question des inégalités sociales de santé, qui est une question pour n'importe qui fait de la recherche ou même n'importe qui a une pratique de près ou de loin liée à la santé, c'est une lapalissade, hein, le fait que la santé et l'état de santé soit l'endroit où s'inscrit de la façon la plus nette et aussi d'une certaine façon la façon la plus violente. C'est une réduction de l'espérance de vie même où s'inscrivent les rapports de domination sociaux. C'est à la fois quelque chose d'extrêmement bien connu, mais jusqu'à une date récente, on en parle peu, ou on en parlait peu. En tout cas, ce n'était pas un sujet qui occupait le débat public. Et depuis un an, avec la pandémie, alors moi, j'aimerais autant que les sujets qui m'intéressent, il n'y ait pas besoin de, je ne sais plus à combien on en est, mais je pense qu'on doit être autour de 40 000 morts en France aujourd'hui et plusieurs millions dans le monde. Je trouve que ça fait cher pour mettre un sujet à l'agenda, mais il n'empêche que cette question des inégalités sociales de santé, elle est devenue absolument centrale et on voit aujourd'hui dans la gestion de la pandémie, et c'est pour ça que je détachais un petit peu du PowerPoint que j'allais vous proposer, dont je m'aperçois que c'est un peu bizarre de ne pas avoir plus incorporé le Covid, alors même que vous êtes derrière vos ordinateurs à 18h pour les raisons qu'on sait. Donc, les inégalités sociales de santé ont occupé une place importante et on s'est bien rendu compte qu'il y avait des inégalités dans la façon dont on était exposé à la maladie. Et je pense qu'on a bien compris, enfin, il n'y a pas, comment dire, c'est quasiment une connaissance tout à fait presque instinctive, il n'y a pas besoin d'avoir forcément les outils du sociologue, de l'anthropologue, de l'épidémiologiste pour comprendre que une fois qu'on a compris assez rapidement dans le cadre de cette épidémie qu'on avait affaire à ce qu'on appelle une syndémie, c'est-à-dire non seulement il y a une épidémie, mais sa virulence et sa violence sur une société va être liée à l'état de santé des personnes qui peuplent cette société. Et que dans une société comme la nôtre, où on a une recrudescence des maladies chroniques, j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire parce qu'on a un certain nombre de déterminants de santé du côté de l'alimentation, du côté de la qualité de l'air, du côté de certains comportements comme le tabac, il faut qu'on développe des maladies chroniques. Et puis pour le meilleur, par le fait qu'on a un arsenal aujourd'hui, que ça soit de médicaments, mais aussi de formes d'accompagnement qui permettent aux gens de vivre plus longtemps avec des maladies chroniques qu'avant. Mais il se trouve qu'on a une population qui est très touchée par les maladies chroniques, d'autant plus que c'est une population qui est plutôt vieillissante. Et bien, si vous avez la rencontre, le Covid, et on le voit avec la répartition aujourd'hui mondiale de l'épidémie, le Covid se plaît dans ces sociétés qui sont très touchées par les maladies chroniques. Et ces maladies chroniques ne touchent pas tout le monde de la même façon. Et les personnes issues des milieux populaires sont plus susceptibles de développer ces maladies chroniques. Et on a bien vu vraiment là, enfin, toujours dans il n'y a pas besoin d'avoir les outils du sociologue pour le voir, on a bien vu que ça faisait système, que eh bien, vous aviez des personnes issues des milieux populaires, y compris issues des milieux populaires immigrés, enfants d'immigrés, personnes racisées qui étaient plus exposées au virus du fait de leurs activités professionnelles. On a vu que pendant le premier confinement, il y a eu un changement de vocable qui est quand même très intéressant. On s'est aperçu que ce qu'on qualifiait habituellement de métiers non qualifiés, on s'est aperçu qu'en fait, c'était des activités absolument essentielles
essentiel, que sans caissière dans les supermarchés, sans chauffeur-livreur et surtout, enfin d'ailleurs pas surtout, mais aussi sans aide-soignant dans des EHPAD, eh bien la société en fait arrêtait bel et bien de tourner et qu'il y avait d'autres activités qui étaient plutôt dans la catégorie des métiers dits qualifiés, qui finalement se révélaient un peu moins urgemment indispensables à la pure reproduction des sociétés. Et donc, dans ces activités, une surreprésentation des milieux populaires dans lesquels on a aussi une surreprésentation des maladies chroniques et qui faisait tout bêtement eh bien, que des personnes surexposées par leur activité au virus étaient plus susceptibles de ramener le virus chez elles où il y a plus de personnes touchées par la maladie chronique et que ces personnes eh bien, étaient plus susceptibles, et c'est là l'une des perversités de ce virus, de faire des formes graves de Covid et de finir en réanimation. Donc, on voit à quel point les déterminants sociaux ont joué à tous les étages de la maladie et que si on rêvait d'une société où tout le monde aurait eu des métiers protégés et où tout le monde aurait été en très très bonne forme physique, eh bien, on n'aurait pas vécu l'année qu'on vient de vivre. Et donc, ça pose la question de la santé de ces personnes. Alors, moi, je me suis intéressée à la santé des étrangers. La santé des étrangers, c'est un critère administratif, c'est un critère de nationalité qui ne recouvre pas le critère de l'immigration et encore moins des enfants d'immigrés et encore moins des personnes racisées. Malgré tout, parmi les personnes étrangères, qui vivent en France, vous avez une très grande part d'immigrés, dans le sens utilisé par l'INSEE, de personnes nées étrangères à l'étranger, et puis vous avez une part de personnes racisées. Et d'ailleurs, quand vous posiez la question en septembre, au moment du reflux de l'épidémie, quand il y avait un moment, les services de réa étaient un peu moins saturés, et que vous demandiez aux réanimateurs, mais qui sont les gens qui sont encore dans les lits de réanimation, il disait assez clairement, eh bien, dans nos services de réanimation, on a surtout des messieurs, alors c'est vrai que le Covid touche plus durement les hommes que les femmes, des messieurs noirs, soit en surpoids, soit diabétiques, entre 45 et 60 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette réalité, qui était une réalité quasiment visible dans les salles de réanimation, c'est une réalité qui a été extrêmement peu évoquée. Le fait que, alors pour plein de raisons, le fait que le virus n'a pas eu la même emprise sur certains quartiers que d'autres, ça n'a été évoqué que du côté de la stigmatisation des comportements dans ces quartiers, avec une supposée moins grande compliance aux consignes sanitaires, beaucoup moins du point de vue de la configuration des appartements, les activités professionnelles, le fait que dans les milieux populaires, ça c'est très bien connu, il y a plus de cohabitation intergénérationnelle sous le même toit, ce qui est très propice à la diffusion du virus. Et tous ces facteurs qu'on pourrait qualifier d'environnementaux ont été très peu mobilisés. Et dans un débat qui est très ancien pour les gens qui travaillent en direction de la santé de populations minorisées. On pourrait parler des personnes immigrées, mais on pourrait parler, venant du champ de la lutte contre le VIH, on pourrait parler des personnes homosexuelles. Il y a toujours une hésitation, il y a toujours une retenue à parler
des problèmes de santé qui peuvent être surreprésentés dans les populations, avec l'idée que ça va stigmatiser les personnes et finalement, ça va les mettre en accusation de ne pas avoir préservé leur santé. C'est extrêmement fort. Assez récemment, il y a eu une campagne de Santé publique France, donc l'agence qui fait des campagnes de prévention à propos du VIH, et il y avait 3 ou 4 affiches, et sur l'une des affiches, il y avait une famille de personnes noires. Et il y a eu des débats, moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le milieu des gens qui s'occupent de ça, pour savoir si est-ce que c'était une façon de représenter la réalité de l'épidémie de VIH en France. Et on sait qu'aujourd'hui, chaque année, parmi les 6000 personnes qui découvrent leur séropositivité, il y en a à peu près entre 2500 et 3000 qui sont des personnes nées en Afrique subsaharienne. Donc des personnes dont on peut raisonnablement penser que ce sont des personnes noires. De dire, ben, effectivement, c'était plutôt une campagne sur le fait qu'avec le VIH, aujourd'hui, on peut vivre tout à fait paisiblement et tout à fait normalement, de dire, bah, c'est super de représenter les choses telles qu'elles sont. Et puis, d'autres personnes qui disaient, c'est une nouvelle fois une façon de renvoyer les origines africaines et ou antillaises au VIH, à la maladie. C'est une façon d'enfermer les gens qui n'est pas supportable. Il faut qu'on ait des campagnes beaucoup plus neutres pour ne pas stigmatiser. Et c'est vrai que sur le Covid, dans un pays comme la France qui n'a pas vraiment le langage pour parler de ces questions d'origine, pour parler de ces questions de race, on a plus parlé d'inégalité sociale de santé, et ça, je m'en réjouis, et à la fois, on n'a pas réussi à faire tout le chemin. Et on voit aujourd'hui que là où il faudrait faire des programmes un peu ciblés sur certains quartiers où on sait que c'est beaucoup plus difficile de mettre en place la prévention de la même façon que dans des quartiers plus dotés. Dans certains quartiers où il faudrait penser la priorisation de la vaccination plutôt que d'autres, ça reste très compliqué, et qu'on reste dans un modèle français bien connu sur des choses au nom du principe universaliste où c'est la même chose pour tout le monde. D'ailleurs, vous voyez, hein, chaque fois qu'on essaie de faire du sur-mesure dans cette épidémie, au bout de quelques semaines, on retombe sur, bah, du coup, on met le couvre-feu pour tout le monde à 18h, les mêmes mesures pour tous, en espérant les mêmes effets pour tous. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se fendiller là-dessus, et que l'idée qu'il y aurait des besoins de santé qui sont différents selon les populations commence très doucement à faire son chemin. Alors, je crains que ça soit un petit peu trop tard pour ce qu'on est en train de traverser, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se former, et il y a quand même une conscience sociale que la santé, ça nécessite de partir des besoins des personnes, et pas de l'inverse. Moi, ce qui m'a intéressée, pour revenir au cœur de l'intervention d'aujourd'hui, c'est justement comment le problème ou la question de la santé des étrangers s'est constituée ou non comme une question de politique publique. Donc moi, j'ai fait une thèse assez classique dans sa facture, c'est une thèse d'histoire des politiques publiques, où j'ai utilisé plusieurs matériaux qui sont des archives recueillies dans des associations, principalement Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Et puis, c'est l'avantage de travailler sur des périodes très contemporaines. Le deuxième corpus, c'était des entretiens essentiellement avec des responsables ou des acteurs associatifs, et puis des députés, des personnes passées par le ministère de la Santé, et des responsables des autorités sanitaires. Donc, vraiment une façon assez classique de faire de l'histoire des politiques publiques, mais j'ai essayé de voir, et c'était peut-être
le seul défi, mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont engagés dans des thèses, je vous conseille de ne pas vous engager dans trop de défis intellectuels à la fois pour une thèse. Le défi, c'était d'aller voir un problème public alors qu'il ne s'est pas encore constitué et d'essayer de comprendre comment santé des étrangers au début des années 80, ça n'apparaît nulle part. Ce n'est pas un problème constitué et comment, à la fin des années 2000, c'est une question, c'est-à-dire que c'est une question avec des publications, avec des mots-clés dans des revues scientifiques, avec des colloques, avec tout ce que finalement constitue un problème comme problème public. Et j'ai essayé, donc du coup, comme je ne tenais pas mon objet, il fallait essayer de raisonner par proxy et de voir finalement l'objet duquel allait surgir la santé des étrangers. Et j'ai essayé d'étudier en regard la question de la santé des pauvres. J'ai choisi à dessein ce terme, le terme le plus général et finalement le terme le plus, alors qui peut paraître flou, mais qui est le plus frontal, et le rapport entre cette santé des pauvres et la santé des étrangers. Et mon hypothèse, c'est que sur les 2 décennies 1990-2000, eh bien, ces deux sujets se sont construits l'un par rapport à l'autre. Et que eh bien, ce sont deux revers d'une même pièce. Et que la thèse centrale du doctorat, c'est de dire que alors que gagnait du terrain une idée très forte dans le système de soins français qui est, et qui est une idée qui reste aujourd'hui très partagée, qu'en France, quel que soit son revenu, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa situation professionnelle, on doit avoir une couverture maladie. Je pense que certains d'entre vous ne sont pas français et sont passés par d'autres pays. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais il y a un attachement en France extrêmement fort à ça, et souvent d'ailleurs, et ça je l'ai beaucoup entendu dans les entretiens que j'ai pu faire, avec une figure repoussoire qui est la figure des États-Unis. Les États-Unis sont le pays qui sélectionne en fonction des moyens pour l'accès aux soins. Alors la vérité un petit peu plus compliquée, c'est souvent faire peu de cas des systèmes Medicaid et Medicare, mais en tout cas, dans le langage commun, il y a l'idée que la France, c'est pas les États-Unis, et que quand on a, et ça c'est juste, hein, quand on a un cancer, quand on accouche, quand on a un diabète, on peut avoir accès aux soins. Quoi qu'il arrive, et de façon universelle. Cette idée, elle va beaucoup avancer dans les années 80-90. Elle va être portée par un certain nombre d'associations, notamment des associations humanitaires. Je reviens sur comment ces associations humanitaires se sont emparées de cette question de la santé des plus pauvres. Les associations humanitaires dont on parle, c'est deux associations extrêmement célèbres, que sont Médecins du Monde et Médecins sans frontières, des associations créées dans le courant des années 70 et en 1980 pour Médecins du Monde, qui sont des associations qui ont dont le succès repose sur des interventions à l'étranger, notamment avec une logistique très lourde et très maîtrisée, qui consiste à intervenir rapidement sur des cas de catastrophes naturelles ou de catastrophes, on va dire, plus d'ordre politique, des populations expulsées, déplacées, des camps de réfugiés sur lesquels il faut prévenir très rapidement la propagation de pathogènes comme le choléra, etc. Donc des associations qui développent un savoir-faire et qui connaissent dans cette période-là un très très grand succès, et notamment un très grand succès du point de vue des donateurs. Il y a des anecdotes assez drôles sur l'histoire de Médecins sans frontières à la fin des années 70 et au début des années 80, qui en fait n'a pas assez de missions
pour dépenser l'argent qui vient naturellement à lui. C'est-à-dire même, ils disent au départ, on ne fait même pas de campagne de communication et des gens nous envoient des chèques pour nous dire c'est super ce que vous faites, vous devriez, il faut que vous continuez, etc. Et ils disent mais nous, on avait trop de chèques, on ne savait pas trop quoi en faire. Je peux vous dire que du point de vue du monde associatif, aujourd'hui, c'est une situation qui fait un peu rêver. Alors, ce succès, je ne vais pas rester longtemps dessus, mais il a une double origine, selon moi. Il a à la fois, c'est l'ambiance de l'époque. Les mouvements intellectuels d'inspiration tiers-mondiste ont beaucoup mis en avant dans un contexte français les conditions de vie dans un certain nombre de pays qu'on appelle aujourd'hui des pays du Sud. Donc, il y a une sensibilité forte dans une partie de la gauche notamment à cette condition des personnes vivant au Sud. Il y a aussi une sorte d'orgueil national à estimer qu'on a la meilleure médecine du monde et que ces associations sont un peu le porte-drapeau à l'international de cette médecine la plus performante du monde. Et la rencontre entre ces deux phénomènes fait que c'est un succès vraiment absolument sans pareil dans l'histoire même du monde associatif. Souvent les associations, elles mettent beaucoup de temps à émerger et tout. Là, c'est vraiment un succès fulgurant. La machine s'enraye au milieu des années 80, notamment via des lettres de donateurs dont j'ai pu retrouver trace dans les archives, qui commencent à dire c'est bien ce que vous faites, mais moi, en bas de chez moi, il y a un SDF, il a des escarres, il a des problèmes dermato. Est-ce que c'est bien raisonnable que je donne de l'argent pour des gens qui vivent à l'autre bout du monde, tandis qu'en bas de chez moi, il y a des problèmes sociaux. On est dans les années 80, on a une montée du chômage, on a ce qu'on a appelé en France le tournant de la rigueur. Il y a une partie du programme de gauche avec lequel Mitterrand était arrivé au pouvoir qui est plus ou moins abandonné au profit d'une politique de maîtrise des dépenses publiques, autant de problématiques qui vont nous poursuivre dans les 35 ans qui vont suivre. Donc on a une situation sociale qui se dégrade et on a à l'époque, il y a pas mal de sondages d'opinion qui sont faits où, y compris des gens qui sont dans des positions sociales très confortables, ont l'impression ou ont la crainte de se retrouver à la rue, sans boulot, etc. Donc, on a une angoisse sociale qui est très forte et des gens qui disent qu'est-ce que vous faites finalement pour ces personnes qui n'ont pas d'accès aux soins. Dans un premier temps, ces associations humanitaires, c'est assez intéressant, c'est qu'elles vont être dans la négation totale du problème. C'est qu'elles vont dire alors, il faut savoir que ces associations humanitaires, elles recrutent parmi leurs médecins beaucoup de médecins qui sont élus, alors c'est un lapsus, qui ne sont pas élus, mais ils font partie d'une certaine élite, notamment liée à la PHP. La PHP, c'est l'ensemble des hôpitaux publics parisiens, qui est vraiment un ensemble très puissant dans le système de santé et le système hospitalier français, qui regroupe effectivement beaucoup de figures de la médecine de pointe dans une ambiance et toujours, mais particulièrement à l'époque, très compétitive. Et c'est souvent dans ces services très pointu où vous avez des médecins qui font des allers-retours entre Médecins sans frontières et puis le service de chirurgie cardiaque du professeur machin, etc. Et donc, vous avez un monde des médecins de l'humanitaire qui ne voient de la médecine française que finalement une médecine très technologique, une médecine qui réussit des choses incroyables, des greffes de cœur, des chimiothérapies de pointe, etc. Et ces médecins, ils disent, attendez, la France, à côté d'un camp de réfugiés à la frontière thaïlandaise, quand même, c'est vraiment un paradis de l'accès aux soins. Mais le fait que ça commence à patiner
du côté des ressources financières et du côté des donateurs va beaucoup les inquiéter. C'est un modèle, la médecine humanitaire, qui repose sur les dons du public. Donc, si le public commence à se détourner d'eux, eh bien, quelque chose est en train de s'enrayer. Du coup, ils décident, mais vraiment à leur corps défendant. Il y a des extraits des conseils d'administration de ces années-là qui sont très parlants sur le fait que grande partie des gens disent non, en France, tout le monde a la possibilité d'être soigné. C'est un mythe, ce sont des exceptions, les gens qui n'ont pas accès aux soins. Malgré tout, des missions exploratoires s'ouvrent et là, elles découvrent une réalité assez dissonante avec l'image du système de soins le plus performant du monde. Elles découvrent toute une population, notamment de personnes qui ont une sécurité sociale de base. Vous savez, en France, on a la sécurité sociale de base et ensuite, on a la complémentaire maladie. Si vous n'avez pas les deux, vous allez avoir tout le temps un reste à charge, donc quelque chose à payer qui peut être très élevé et vous allez, si vous avez des revenus modestes, voire si vous êtes pauvre, il va vous être sans complémentaire santé, il va vous être très difficile de vous soigner. Et on découvre qu'il y a des gens qui n'ont même pas de base, ou alors plein de gens qui n'ont pas cette complémentaire et que les systèmes qui existent, qui sont censés les aider à avoir accès aux soins, sont insuffisants. Et on découvre en fait une population très diverse qui peut être faite de SDF, mais qui peuvent être faits aussi de femmes vivant seules avec enfants sans emploi, qui peut être fait aussi de personnes étrangères, des demandeurs d'asile déboutés, etc. Tout un ensemble de personnes avec des parcours assez divers qui, en fait, dont on découvre qu'ils sont exclus de l'hôpital. Et d'ailleurs, dont on découvre que non seulement ils sont exclus de l'hôpital, mais qu'on les exclut de l'hôpital. Et ça, c'est un aspect un peu inattendu de mes recherches, c'est que j'ai découvert là où très souvent on a tendance à mythifier l'hôpital en disant dans les années 80-90, l'hôpital, il accueillait vraiment tout le monde, etc. En fait, j'ai trouvé pas mal d'éléments, notamment regroupés par Médecins sans frontières, qui montraient des services d'urgence, y compris qui renvoyaient des gens dont il s'avère à l'arrivée qu'ils avaient des tuberculoses pulmonaires ou qu'ils avaient fait un accident cardiaque, etc. Donc, on a un hôpital qui sélectionne les patients qui n'ont pas le fameux sésame de la couverture maladie base plus mutuelle. Puis, on découvre aussi des gens qui, en fait, ne vont plus chez le médecin. Des gens qui disent « moi, le médecin, ça fait 5, 7, 8, 10 ans que j'y suis pas allée parce que j'ai trop peur que ça me coûte des sous. » Et du coup, les deux missions, alors en plus, il y a un effet de concurrence entre les deux organisations. Les deux organisations ouvrent des centres de soins qui sont en fait des consultations généralistes, à l'exception près qu'il n'y a pas à payer à la fin, il n'y a pas à présenter de justificatif d'affiliation à la sécurité sociale. Et ça connaît, entre guillemets, un certain succès. Ces associations décident qu'elles ne doivent pas finalement suppléer les carences de l'État et de la protection sociale française en la matière. Et elles se lancent dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, et ce que moi je pratique aujourd'hui, elles se lancent dans du plaidoyer. Si vous préférez, on peut appeler ça de façon peut-être un petit peu moins sans tourner autour du pot, c'est-à-dire elles se lancent dans du lobbying. Ce sont des associations extrêmement populaires, ce sont des associations qui ont leurs entrées avec le monde politique et comme dans beaucoup de pays, mais c'est particulièrement fort en France, les médecins sont surreprésentés dans les instances politiques. Depuis, et c'est le cas depuis le 19e siècle, vous avez au Sénat et à l'Assemblée nationale une proportion de médecins qui est pas du tout à l'image de leur proportion dans la population générale et qui est même une proportion plus forte qu'elle n'est que pour d'autres populations
population qu'on pourrait qualifier de CSP+, en proportion, vous avez plus de médecins que vous n'avez d'ingénieurs au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et puis, vous avez aussi des circulations nettes. Bernard Kouchner, qui vient de Médecins sans frontières, qui a créé Médecins du Monde, devient ministre en 1988. Donc, vous avez ces associations qui ont leurs entrées assez facilement dans le monde politique et qui vont se lancer dans une opération de lobbying dont je dirais qu'elle a été au long cours, pour faire inscrire dans la loi le fait que pour les personnes, un fait assez simple, disant pour toute personne qui vit en France, il faut une affiliation automatique à la base, et pour les personnes qui n'ont pas les moyens, il faut que l'État prenne en charge la complémentaire santé. Donc un projet assez simple, une identification assez précise du problème. Ils comprennent assez vite que le souci, même s'il peut y avoir des difficultés, c'est pas tant que les hôpitaux ne veulent pas accueillir des personnes pauvres parce qu'elles sont pauvres, elles ne veulent pas accueillir des gens qui n'ont pas de sécurité sociale, parce que les gens qui n'ont pas de sécurité sociale, l'hôpital ne sera pas payé pour les soins qu'il aura engagés pour cette personne. Là encore, l'hôpital comptable, ça existait déjà dans les années 80-90. On pourra reparler ensuite de ce qui fait peut-être la spécificité de l'hôpital comptable aujourd'hui, mais d'une certaine façon, il y a une vraie continuité. Et ils vont lancer, alors ça va leur prendre plus de temps que prévu, mais en matière de plaidoyer associatif, on est très très patient. Ils vont mettre 13 ans à obtenir cette disposition dans la loi et à arriver en 1999-2000 à la loi sur la CMU, la couverture médicale universelle, qui met en place exactement ce qu'ils avaient conçu à la fin des années 80. Et là, vous me dites, il est 18h40, l'affaire est pliée, je vous ai raconté une super histoire, c'est-à-dire il y a un problème grave qui porte sur les inégalités sociales de santé, la justice sociale. Il est identifié par des gens qui finalement sont des gens qui ont du pouvoir et de l'influence. Ces personnes usent de leur pouvoir et de leur influence, non pas pour obtenir des choses pour eux-mêmes, mais pour obtenir une réforme dont, d'ailleurs, c'est une réforme qui est votée à droite comme à gauche, qui va offrir du jour au lendemain une couverture sociale complète à plus de 4 millions de personnes et qui reste en France, je vois mal aujourd'hui n'importe quelle famille politique, même les plus libéraux des libéraux, remettre en cause le principe de la couverture médicale universelle. C'est-à-dire que c'est une loi solide qui aujourd'hui n'est plus discutée, et je vois mal, alors peut-être que les choses vont changer, mais il ne me semble pas que la société en soit là aujourd'hui, le fait qu'en France, on dirait, eh bien, désormais les plus pauvres devront trouver leurs propres moyens pour payer leur mutuelle. C'est pas à l'État de payer. Il y a un consensus très large. Finalement, ça serait même, je pense qu'on peut le dire, l'une des dernières histoires à l'échelle française et peut-être même dans l'histoire de l'avancée de la protection sociale en Europe, d'acquis social très, très, très fort. Et cette histoire, on pourrait s'arrêter là. Elle est juste et elle décrit un pan de la réalité qui est absolument incontestable. Mon hypothèse, c'est que le revers de cette histoire, l'impensé, je me suis beaucoup, dans cette histoire de revers, je me suis beaucoup inspirée du livre de Didier Fassin qui s'appelle « Quand les corps se souviennent » sur le VIH en Afrique du Sud, où il montre à quel point le VIH et le désintérêt dont a fait preuve le VIH parmi les populations noires d'Afrique du Sud avait été le revers de la fin de l'apartheid. C'est-à-dire que la fin de l'apartheid a été porteur d'un espoir incroyable et a bousculé en profondeur les institutions
sud-africaine, au point que le parti qui domine toujours aujourd'hui la vie sud-africaine et l'ANC, qui sont ceux qui s'étaient mobilisés depuis les années 70, y compris dans la clandestinité, pour l'égalité et la fin de l'apartheid. Et la thèse de Didier Fassin, c'est de dire le revers de ça, c'est le fait que, alors qu'au début des années 90, l'Afrique du Sud était un pays qui était très, très, très peu touché par le VIH. On est laissé et on ne se soit pas mobilisé face à l'avancée du virus parmi les populations noires et parmi les populations les plus pauvres, qu'on a délaissé, et on a fabriqué l'une des épidémies les plus virulentes au monde de VIH. Et il dit, on ne peut pas lire il faut lire ces deux histoires en regard. Donc moi, j'ai essayé de trouver un peu le même dispositif, c'est-à-dire de dire, derrière l'histoire un peu glorieuse de la couverture maladie des plus modestes, il y en a eu un peu plus sombre, qui est celle de la couverture médicale des étrangers. Et que là où on s'est arrêté dans le débat, notamment le débat parlementaire, de remettre en cause la possibilité pour les plus pauvres d'avoir accès à une couverture maladie. Vous connaissez, hein, il y a, ça c'est inhérent à tous les pays où il y a des systèmes de protection sociale un peu robustes. Il y a toujours un débat pour savoir si, en donnant de la protection sociale aux plus pauvres, on ne les détourne pas du travail et de l'activité productive. La France est beaucoup traversée par ces débats, et finalement, sur la question de la santé, eh bien, les années 80-90 vont suspendre le débat. On décide que, peu importe que les gens aient travaillé ou non, ils ont le droit, en tant qu'être humain, ça devient quasiment un droit humain, ils ont le droit à la couverture sociale. Mais alors qu'on ne discute plus de la légitimité des plus pauvres à être soignés et à être couverts pour leurs risques santé, eh bien, on va se mettre à discuter de la légitimité des étrangers à accéder à ce système de protection sociale en général et à la santé en particulier. Alors, c'est un débat qui naît à peu près dans les mêmes endroits de l'administration dans les années 70, où la France, dans les années 70, et là on arrive au cœur de ce qui nous intéresse ce soir, dans les années 70, la France va arrêter l'immigration de travail et va ambitionner d'arrêter du même coup le regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité pour les travailleurs, souvent des hommes vivant en France, de faire venir leur famille. L'État français va tenter à plusieurs reprises, et le Parlement va tenter à plusieurs reprises de prendre des mesures dans ce sens, et assez systématiquement, ces mesures vont être cassées par le Conseil d'État au nom du respect de la vie privée et familiale, qui est un droit qui est plutôt bien protégé notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, mais pas seulement. Et donc, toutes les tentatives de suspendre le regroupement familial vont achopper sur les engagements internationaux de la France. Ça va poser un très grand souci aux gouvernants, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui veulent limiter l'immigration. Et là, ils vont avoir une idée, alors à leurs yeux lumineuse, mais qui mérite d'être discutée, c'est d'utiliser la protection sociale pour maîtriser les flux migratoires, avec une hypothèse fondatrice qui est: les gens émigrent, les gens viennent rejoindre le mari ou le père de famille ouvrier en France, non pas pour vivre en famille, mais pour bénéficier du système de protection sociale français, et en premier lieu des allocations familiales. Et donc, il y a l'idée que coupons les allocations familiales, coupons la protection sociale
des étrangers, et nous allons comme ça tarir les flux de ces immigrés entre guillemets subis qui viennent seulement, non pas par notre volonté, mais protégés par les lois sur la vie privée et familiale. Alors là, il va y avoir un deuxième souci, c'est que la législation européenne protège assez bien les travailleurs immigrés sur le fait qu'un travailleur immigré, eh bien, il a le droit au même niveau de protection sociale qu'il soit français ou étranger. Donc, second hic juridique, et là, on va faire en France ce qu'on fait toujours en matière de police des étrangers, c'est-à-dire qu'on va commencer par une pratique de guichet, et ensuite, on va tenter de l'inscrire dans la loi. À partir de la première moitié des années 80, de plus en plus dans les caisses d'allocation familiale, mais aussi dans les caisses primaires d'assurance maladie, quand vous avez plus généralement une femme de travailleur qui vient d'arriver éventuellement avec ses enfants, eh bien, on va se mettre à lui demander son titre de séjour. Rien dans la loi ne prévoit que pour être affilié à la sécurité sociale en France ou pour recevoir les allocations familiales en France, il faut être en situation régulière. Il n'y a aucun texte qui le prévoit. Mais pourtant, peu à peu, on voit des pratiques de guichet. Si je peux rendre compte de ces pratiques de guichet, c'est parce qu'une partie des associations que j'ai étudiées ont contesté ces pratiques de guichet et donc ont monté des dossiers et dans ces dossiers ont récupéré des preuves de soit des listes demandant un titre de séjour alors que ce n'est pas prévu par la loi, ou alors des refus, notamment dans les bureaux d'aide sociale à Paris, où vous avez noir sur blanc des agents de la mairie de Paris qui disent « Non, 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 madame n'a pas le droit aux allocations familiales ». Ou à l'aide médicale qui était un soutien à l'accès aux soins parce qu'elle n'a pas pu fournir de titre de séjour. Et il y a une tentative d'inscrire cette condition de régularité dans la loi. Pourquoi passer par la condition de régularité? Comme je viens de vous le dire, la condition de nationalité, ce n'était pas possible parce que la loi européenne empêche de discriminer l'accès à la protection sociale sur la base de la nationalité. Du coup, eh bien, on a opté pour la régularité de séjour. La régularité de séjour, c'est très pratique. Vous qui êtes dans ce cycle sur l'immigration, je pense que vous l'avez bien compris, parce que eh bien, finalement, c'est le domaine de l'arbitraire et de la souveraineté pure. Un préfet, c'est encore plus le cas aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque, mais malgré tout, un préfet, il peut de façon tout à fait souveraine enlever un titre de séjour à une personne. C'est le royaume du discrétionnaire. Les seules populations qui sont vraiment protégées et dont les titres de séjour sont très protégés, c'est les personnes qui ont été reconnues comme étant réfugiés. Mais ce n'est qu'une petite part des immigrés. Les autres immigrés, eh bien, ils sont pour beaucoup soumis à cet arbitraire préfectoral. Alors, il y a certains statuts comme parents d'enfants français qui peuvent être protecteurs, mais parfois, on commence par se faire retirer son titre de séjour et ensuite on démontre que c'était un but. Et donc, tout au long des années 80, avec un mouvement de balancier, c'est-à-dire que vous avez une sensibilisation plus forte du pouvoir politique au fait qu'il y ait des gens qui n'aient plus accès aux soins, eh bien, à un autre endroit de l'administration et de l'appareil d'État, on prive des gens de leur couverture maladie. Avec cette idée, si on les prive de leur couverture maladie, les gens vont arrêter de venir en France. Je m'arrête sur ce point parce que ça, c'est un point très intéressant. C'est un point qui ne repose sur aucune donnée, sur aucun fait. C'est une hypothèse dont on peut se dire finalement, pourquoi pas, peut-être
peut-être que c'est vrai. En fait, depuis, c'est une question que les spécialistes de l'immigration, les économistes de la protection sociale se sont beaucoup posées, c'est y a-t-il un welfare magnet? Y a-t-il un effet pour l'immigration? Est-ce que les gens viennent pour le système de protection sociale? Et en fait, de façon assez systématique dans la littérature, que ce soit au niveau national, au niveau européen, etc., on s'aperçoit que les flux migratoires sont très peu motivés par la perspective de bénéficier d'un système de protection sociale. La plupart des études montrent que pour l'immense majorité des migrants, il y a une faible connaissance du système de protection sociale qui les attend dans le pays où ils veulent aller. Souvent, il y a une connaissance beaucoup plus fine du marché du travail, qu'il soit formel ou informel. On a plutôt, par exemple, pour l'aide médicale d'État, qui est la couverture maladie des étrangers en situation irrégulière, ce qui est très marquant, c'est plutôt le non-recours. On estime aujourd'hui, c'est une étude de l'année dernière qui l'a montré, qu'il y a une personne sur deux qui pourrait bénéficier de l'aide médicale d'État qui ne fait pas les démarches pour plein de raisons pour en bénéficier. Malgré ces données qui, depuis les années 80, sont de plus en plus nombreuses, cette idée qu'on viendrait en France pour les allocations familiales et la CMU reste ancrée. Et l'idée, le corrélat qui est de dire non seulement on vient pour les allocations familiales et la sécurité sociale, mais si on enlève la sécurité sociale et si on enlève les allocations familiales, on va influencer les flux migratoires, ça reste très ancré. C'est resté très ancré à tel point qu'en 1993, Charles Pasqua, qui est ministre de l'Intérieur, ministre dans le gouvernement Balladur, qui est un gouvernement de droite, décide de priver tous les étrangers en situation irrégulière de l'accès à la sécurité sociale. Alors, quand je dis sécurité sociale, je parle de l'ensemble des prestations sociales, c'est-à-dire l'assurance maladie, mais aussi les retraites, mais aussi l'invalidité. L'invalidité, c'est ce que vous allez toucher si vous avez un accident de travail qui ensuite vous empêche de travailler ou de travailler aussi complètement que vous travaillez jusque-là. Et puis la maternité, donc la sécurité sociale, c'est une grosse partie du système de protection sociale. Et là, on dit, pour avoir accès à cette protection, à cet ensemble de protection sociale, eh bien maintenant, il faudra un titre de séjour. On voit qu'une pratique de guichet est désormais est inscrite de façon assez définitive dans la loi. Et donc là, on a vraiment le moment de bascule où la santé des pauvres devient un sujet légitime et la santé des étrangers, la protection sociale des étrangers, ça devient un sujet dont on interroge la légitimité. Il va se jouer entre 93 et 2000 un mouvement un peu compliqué qui est que on ne va pas rester sur cette dichotomie. Pourquoi on ne va pas rester dans cette dichotomie? Parce qu'il va y avoir un certain nombre de mouvements sociaux dont je fais l'hypothèse que finalement c'est eux qui vont forger la question de la santé des étrangers, qui vont contester cette finalement expulsion du champ de l'universel de la santé qui est en train de se constituer des étrangers. Ces mouvements sociaux, ils s'ancrent dans une histoire très particulière qui est l'histoire de la santé publique des années 90, qui est marquée par finalement la dernière crise avant le Covid de la santé publique en France, qui est la crise du VIH. L'année où on meurt le plus du VIH en France, c'est en 1993. Donc on est au pic, il y a une coïncidence de date, on est au pic du nombre de décès pour le VIH, et cette épidémie de VIH en France à l'époque, elle a deux visages. Elle a le visage certainement qui a le plus marqué les mémoires, d'autant plus maintenant avec le film 120 battements par minute qui est sorti il y a quelques années, qui est la population homosexuelle masculine qui est
décimées par le VIH et dont une partie va s'engager dans un combat militant dans des associations comme ACT UP ou AID qui vont revendiquer haut et fort le fait que l'État, les pouvoirs publics et les laboratoires pharmaceutiques fassent ce qu'il faut pour faire reculer l'épidémie et accompagner autant qu'il est possible à l'époque les personnes malades. Il y a une deuxième dimension populationnelle de l'épidémie qui est souvent moins présente, qui est l'épidémie qui touche les usagers de drogue par voie intraveineuse. On est dans des années où l'héroïne par voie intraveineuse est beaucoup consommée, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Cette héroïne, on la retrouve beaucoup dans des quartiers populaires et beaucoup parmi des gens qui sont immigrés ou enfants d'immigrés. Et en France, on a l'une des lois les plus répressives en Europe en matière de consommation et de trafic de drogue. Notamment, la France, depuis 1970, pénalise le trafic, comme beaucoup de pays, mais pénalise l'usage. Et il y a un parcours assez tragique, mais assez typique dans les années 80-90. Ce sont un jeune, alors c'est un idéal type, mais on le retrouve, c'est hélas un parcours qui revient souvent. C'est un jeune homme, par exemple algérien, mais algérien, ça ne veut pas vouloir dire quelqu'un qui a vécu de 1 à 3 ans en Algérie, qui se retrouve dans un quartier populaire d'Asnières, de Saint-Denis, qui se retrouve à consommer de l'héroïne par voie intraveineuse. À l'époque, il est extrêmement difficile d'avoir accès à du matériel d'injection propre. Qui se retrouve pour pouvoir s'injecter, à utiliser des seringues usagées. Et dans ces années-là, si vous utilisez des seringues usagées, au bout d'un moment, il est un peu immanquable que vous allez vous contaminer au VIH. Et pour ces populations-là, si ces personnes-là réussissent à échapper au VIH, au bout d'un moment, elles vont être rattrapées par la justice et elles vont se retrouver en prison. Et alors là, en prison, vous êtes sûr qu'elles ne trouveront jamais du matériel correct d'injection et elles n'échapperont pas à une contamination. En France, à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, même si c'est sous une forme un peu moins virulente, vous avez un principe qui est celui de la double peine, qui fait que si vous êtes étranger et que vous êtes condamné à de la prison, à la sortie de prison, vous ne pouvez pas récupérer de titre de séjour et vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire, vous êtes expulsé. Donc la trajectoire typique, c'est quelqu'un qui passe, c'est un jeune algérien de naissance qui a en fait vécu toute sa vie en France, consommateur d'héroïne, qui se retrouve en prison, qui a le VIH et qui se retrouve expulsé parfois dans un pays qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît très peu à la sortie de prison et qui en fait va tout simplement y mourir faute de traitement. Faute d'accompagnement. On n'a pas encore de traitement très, très performant, mais on a quand même plus de choses à offrir. Et donc, on met des gens qui sont, sinon mourants, mais promis à une mort certaine, dans des avions dans ces années-là. Les associations de lutte contre le VIH, au début, c'est pas trop leur univers. Elles s'inscrivent plutôt dans une communauté gay, plutôt dans un certain nombre de centres-villes, plutôt des gens qui sont touchés par la maladie, mais qui ont un certain nombre de ressources sociales. Au début, ça va être deux mondes qui vont avoir du mal à se rencontrer, mais finalement, les associations de lutte contre le sida vont s'emparer de cette question-là. Et elles vont mettre en valeur une injustice que vous avez déjà bien compris, la disproportion entre une mesure de justice administrative, l'éloignement du territoire, et les conséquences, la condamnation à mourir loin de chez soi, avec en plus, pour le VIH et les maladies opportunistes qui se déclarent une fois que
Le virus s'est réveillé, souvent, parfois des mois de maladie et une agonie extrêmement pénible. Donc, ils vont s'emparer de ça et plus généralement, de cette question du droit au séjour, ils vont aller sur la question de l'accès aux soins. Et ils vont utiliser un argument très fort qui est de dire la santé de ces populations étrangères, ça n'est pas qu'une question de justice sociale, c'est aussi une question de santé publique. Et alors parfois avec des débats sur, mais là on retombe sur ce dont je vous parlais en début de séance, sur peut-on parler de la santé des étrangers sans stigmatiser, avec des débats en disant mais attendez, si on commence à dire qu'il faut couvrir les étrangers pour lutter contre le VIH, on lie dans l'imaginaire les étrangers comme étant une source de contamination. Il va y avoir des tensions très fortes sur le vocabulaire à utiliser, sur la façon de présenter les choses. Il n'empêche que cette mobilisation où on va passer d'un discours de la justice sociale à un discours de la santé publique, il va connaître une certaine audience. Avec une rencontre paradoxale, au moment du vote de la loi dont je vous parlais tout à l'heure, la loi sur la couverture médicale universelle, qui finalement va se poser la question, mais que fait-on des étrangers? Alors, les étrangers en situation régulière, le droit européen dit en gros, eh bien, il faut qu'on les, même si les parlementaires français avaient voulu faire autre chose, eh bien, ils doivent être intégrés à ce modèle, à ce nouveau dispositif de protection sociale qu'est la couverture maladie universelle. Mais que fait-on pour les irréguliers? Irréguliers qui ont été sortis de la sécurité sociale. La CMU, ça fait partie de la sécurité sociale en 1993. Le premier réflexe, notamment du député qui conçoit, qui fait partie de ceux qui conçoivent la loi telle elle va être votée au Parlement, c'est de dire on est en train de créer un système pour 4 millions de personnes, on est en train de faire une petite révolution de l'assurance maladie en France. Très franchement, à quoi bon laisser de côté les 300 000 ou 400 000 personnes en situation irrégulière sans papier? Faisons une exception et à la limite, intégrons-les à l'assurance maladie. On continuera à les exclure de la retraite, on continuera à les exclure des allocations familiales, mais la santé, quand même, il y a des enjeux trop importants. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une occasion manquée. La décision est prise de ne pas garder ces irréguliers dans ce nouveau système. Avec ce paradoxe, on va créer quelque chose qui s'appelle la couverture maladie universelle, et la première chose qu'on fait, c'est d'inventer une exception à l'universel, et pour les personnes sans papier, on va inventer, ce qui est vraiment, ça c'est vraiment le génie bureaucratique français, on va inventer un système à part que pour eux, avec quand même, il faut le dire, un truc intellectuellement, je ne trouve pas d'autre mot d'ailleurs qu'un truc, mais avec un montage intellectuel quand même très, très tordu, qui est de dire on va créer une prestation sociale pour des gens dont on dit par ailleurs qu'ils ne doivent pas vivre en France. On crée quelque chose pour des gens où on leur reconnaît un système propre, mais on n'ira pas jusqu'à leur donner un titre de séjour. Et on va créer, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce dispositif, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, surtout à l'époque, dans ce que ça offre, ça ressemble beaucoup à la couverture médicale universelle. 20 ans ont passé et l'aide médicale d'État a été beaucoup attaquée. Mais finalement, au départ, ces deux systèmes jumeaux
simplement, on n'a pas sauté le pas d'intégrer des sans-papiers à l'assurance maladie. L'argument qui va être invoqué, c'est un gouvernement de gauche qui fait voter la couverture médicale maladie universelle. L'argument qui va être invoqué, notamment par le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, c'est de dire si on les avait inclus dans la couverture médicale universelle, les parlementaires de droite n'auraient pas voté la loi et la loi aurait été beaucoup plus fragile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Certes, c'est de la réelle politique, mais on peut l'entendre. Le souci, c'est que les conséquences vont être extrêmement graves. Sur le coup, on peut se dire, bon, finalement, deux systèmes qui se ressemblent beaucoup, c'est finalement qu'un problème de nom. Et il ne faut peut-être pas y attacher plus d'importance. L'important, c'est que, contrairement à ce qui avait été dit en 1993, on reconnaît qu'une personne étrangère en France, indépendamment de son statut administratif, peut être couverte. Et de ce point de vue-là, il n'est pas contestable de dire que c'est plus que ce qu'on fait dans d'autres pays européens qui peuvent avoir des systèmes beaucoup plus dégradés pour les étrangers en situation irrégulière d'accès aux soins. Le souci, c'est que ça va focaliser le fait d'avoir une prestation à part va focaliser une attention extrêmement forte. L'aide médicale d'État, depuis 20 ans en France, fait l'objet de débats permanents. Son budget c'est 1 milliard d'euros, donc j'imagine que pour chacun de nos comptes en banque, 1 milliard d'euros, c'est beaucoup, mais à l'échelle du budget de l'État, 1 milliard d'euros, c'est pas grand-chose. Et par ailleurs, même si on arrêtait l'aide médicale d'État demain, on n'économiserait pas 1 milliard d'euros parce qu'un certain nombre, une grande majorité de ces soins auraient lieu quand même, voire ça coûterait plus cher parce que du coup, les gens arriveraient dans des états de santé encore plus dégradés à l'hôpital et chez le médecin. Et quand vous avez un état de santé plus dégradé, ça va coûter plus cher que de vous remettre sur pied. Cette aide médicale d'État, elle va mener son existence même si le dispositif permet à des gens d'être soignés, à une focalisation sur la santé des étrangers sans papier et plus largement sur la santé des étrangers. Et finalement, depuis 20 ans, notamment tous les ans à l'occasion du vote du budget de l'aide médicale d'État, vous avez une discussion lancinante mais permanente sur le fait de faut-il ou non soigner gratuitement les étrangers. D'ailleurs, lors de la nuit des idées, je m'étais un peu, auquel j'avais participé, j'avais un peu exprimé mon mécontentement, on peut le dire comme ça, sur le fait que le débat a été formulé sous ce libellé-là. Mais finalement, plus qu'un problème, plus qu'un problème, il faut avant tout y voir un symptôme, le symptôme du fait qu'il y a une catégorie de la population dont, en France, mais c'est le cas dans d'autres pays avec des histoires un peu différentes, on peut discuter finalement de façon permanente et de façon, ça n'est presque plus scandaleux, de leur légitimité à être soignés. Et on peut continuer tout en mettant en place des choses, tout en ayant un certain nombre de services qui vont aller au-devant des populations étrangères. Il y a l'idée que ce droit, il reste toujours conditionnel. On n'est pas sur un droit humain incontestable, on n'est pas sur un socle indépassable, on est sur quelque chose où ce droit à la santé, il relèverait toujours d'une certaine faveur, d'une certaine conditionnalité. Et puis, alors on pourrait se dire, c'est finalement un débat politique, théorique, est-ce que ça a une influence dans la vie des gens? Ça, mais peut-être qu'on en parlera plus dans le débat. Non seulement ça a une influence dans le débat public, mais ça a aussi une influence dans les pratiques de soins. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes médecin à l'hôpital, je ne sais pas si vous êtes médecin à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis ou à Avicenne à Bobigny, eh bien, pour soigner correctement votre patient, il va falloir que vous sachiez un peu où il en est du point de vue de son statut concernant l'administration
de l'immigration, parce que selon qu'il soit demandeur d'asile, sans papier, régularisé, mais avec une autorisation provisoire de séjour, il ne va pas rentrer dans les mêmes cases de la protection sociale. Et les hôpitaux continuent d'être comptables, ils n'ont jamais été aussi comptables. Les hôpitaux, ils veulent des gens avec des couvertures maladie, sinon ils ne sont pas payés. Et finalement, ces catégories de l'administration des étrangers se sont invités dans les relations de soins. Moi, j'ai fait du terrain à l'hôpital où, dans les chambres, vous aviez le médecin, l'assistante sociale, et avant de parler pathologie, comment vous vous sentez, monsieur, où est-ce que vous avez mal, etc., on parlait d'abord papier. Est-ce que vous avez votre aide médicale d'État ouverte? Est-ce que vous avez été régulier par le passé? Est-ce que vous avez un numéro de sécurité sociale? Et tant que ça n'était pas fini, on ne pouvait pas parler santé. Et je ne parle pas de médecins de mauvaise volonté, de gens qui n'avaient pas envie de soigner, d'assistantes sociales maltraitantes. Je parlais même de gens qui avaient vraiment une volonté que ça se passe pour le mieux. Et donc, on est arrivé à un modèle où, sous couvert d'un système qui peut avoir l'air moins pire qu'ailleurs, et si on fait des comparaisons internationales, c'est le cas, on est quand même arrivé à un système où le mélange entre santé et police des étrangers et administration et des étrangers est devenu extrêmement, tout est devenu très très entremêlé, et ce mélange des genres finalement permet une discussion jusque dans les lieux de soins sur qui a le droit d'être soigné, qui n'a pas le droit d'être soigné. Et finalement, le tri, qui est un peu moi mon obsession du moment, il se fabrique aussi avec cette histoire-là. Dernier point, et je finirai là-dessus parce que j'arrive au bout du temps qu'on s'était accordé pour la présentation. Dernier point, c'est aussi que souvent dans les comparaisons internationales, on dit oui, mais regardez en Allemagne, regardez en Italie, regardez dans les pays nordiques, les sans-papiers ont un accès aux soins bien moindre. C'est vrai. Mais en revanche, dans ces pays-là, on fabrique beaucoup moins de sans-papiers. Alors, il y a des politiques migratoires extrêmement répressives, mais globalement, cette pratique typiquement française, on pourrait trouver des exceptions, mais qui consiste à ce que les gens aient des parcours migratoires extrêmement heurtés, où ils vont avoir un titre de séjour, et puis ils vont le perdre, et puis ils vont avoir une autorisation provisoire de séjour, et puis un titre d'1 an, et puis plus de titre, et puis etc. C'est une spécialité, une triste spécialité française, et que finalement, l'existence de l'aide médicale d'État permet d'amortir le choc. C'est-à-dire, on dit, bon, bah, finalement, monsieur machin, sa carte de séjour n'est pas renouvelée, mais bon, ses enfants ont accès à l'école, ils ont une couverture maladie, est-ce que c'est si grave? L'aide médicale d'État est aussi utilisée pour maquiller une partie des accidents de travail. Aujourd'hui, quand vous avez un travailleur sans papier qui tombe d'un échafaudage en région parisienne, c'est pas au titre de l'accident de travail qu'il va être hospitalisé. Il va utiliser son aide médicale d'État, et le patron qui l'a embauché ne sera jamais remis en cause. En fait, l'aide médicale d'État, dont moi je continue à défendre l'existence, parce qu'il n'y aurait pas l'aide médicale d'État, il n'y aurait rien, ça serait un souci encore plus grand. Enfin, moi je défends la disparition de l'aide médicale d'État au titre du fait qu'il faudrait que les gens soient intégrés à l'assurance maladie. Mais cette aide médicale d'État aussi, il a pour conséquence de banaliser ce statut d'irrégulier, et finalement de fabriquer des gens qui ne sont pas exclus de tous les droits, ça serait faux de le dire, mais qui sont dans un espèce d'entre-deux permanent où ils n'atteignent jamais tous les pleins attributs de la citoyenneté, dont la protection sociale, qui est pourtant un élément très fort dans la société française. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Du coup, on va prendre des questions si vous avez envie de poser des questions, soit dans le chat, soit à l'oral. Si c'est à l'oral, peut-être écrivez votre nom dans le chat
s'il y a plusieurs personnes pour qu'on puisse prendre tout le monde à la suite. Excusez-moi, j'ai juste une question. J'aurais aimé que vous reveniez, s'il vous plaît, sur la notion d'hôpital comptable et sur ce que c'est aujourd'hui exactement. Je vous propose de répondre comme ça, peut-être s'il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps. Alors, parfois, c'est un peu la répression que je vous donnais, on s'est mis en place à partir du milieu des années 2000, fin des années 2000, un nouveau mode de comptabilité à l'hôpital qu'on appelle la tarification à l'acte. Sur les années 80-90 et même avant, les hôpitaux recevaient une grosse enveloppe et finalement devaient se débrouiller avec cette enveloppe, ce qu'on appelait la dotation globale. On est passé dans un mode de tarification à l'acte qui fait que vous recevez, par exemple, pour un accouchement par voie basse, sans complications, vous recevez, je ne sais plus l'ordre de grandeur, c'est 3 500 €, je crois, et finalement, l'hôpital doit se débrouiller pour ces 3 500 € pour couvrir l'hôtellerie, pour couvrir la salle de naissance, la sage-femme, etc., etc. Et si l'hôpital dépense plus, tant pis pour lui, il faut qu'il fasse avec le tarif qu'on lui a donné. Avec ces facteurs d'inégalité, parce que par exemple, si vous avez un accouchement avec une personne qui ne parle pas le français, on sait que quand vous avez des personnes qui sont allophones, tout va prendre plus de temps parce que vous allez faire appel à un interprète. Si hélas vous n'avez pas si vous n'avez pas un interprète, vous allez utiliser des moyens détournés, ça va prendre plus de temps et ça, votre tarif, il ne prend pas en compte. Par ailleurs, autre effet pervers de cette T2A, elle encourage à faire certains actes plus que d'autres, notamment les actes de chirurgie, les choses de chirurgie ambulatoire, les choses où vous venez le matin, où vous faites l'opération, vous retournez chez vous. Ça, c'est hyper rentable parce que c'est très, très maîtrisable. Les opérations de la cataracte, par exemple. Et donc, le tarif, il encourage un suivi de personnes avec un diabète mal équilibré. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, une personne comme ça, vous avez un tarif, il existe, mais vous ne savez pas, est-ce qu'il suffit de la recevoir une fois et de lui donner quelques conseils diététiques et puis les choses vous rentrez dans l'ordre, ou est-ce que vous avez une problématique plus compliquée? Donc, ça a encouragé les hôpitaux à faire les actes les plus simples, les actes les plus rentables. On a beaucoup mis en cause, et à juste titre, je vous renvoie aux travaux de Pierre-André Juven là-dessus, le fait que ça a modifié profondément les lieux de soins, où finalement, on a plus le nez sur est-ce que je fais des actes bien codés qui renvoient à un tarif intéressant, plutôt de est-ce que je fais des actes qui correspondent aux besoins de mon patient. Et c'est tout à fait juste. En revanche, là où moi je m'inscris, pas en faux, mais c'est plutôt apporter un peu de profondeur historique, du temps de la dotation globale, les hôpitaux n'étaient pas dans une insouciance de leurs finances. Et la dotation globale, elle était donnée en fonction du nombre de patients assurés qui se rendaient à l'hôpital. Donc, vous aviez déjà ces mécanismes un peu de sélection pour les soins. Alors, l'une des questions moi, que je me suis posée, c'est pourquoi ce mythe d'un hôpital qui dépenserait son comté et puis qui serait devenu complètement près de ses sous et complètement pingre depuis 15 ans.
mon hypothèse, c'est que ce n'est plus tout à fait les mêmes personnes qui ont à exécuter le tri. Dans mes archives, moi, dans les années 80, ceux qui mettent dehors les personnes sans couverture sociale, c'est des agents d'accueil, c'est des agents de la comptabilité, c'est des guichets administratifs au cœur de l'hôpital. En revanche, sur les 15 dernières années, on en a de plus en plus demandé aux soignants, qui sont ceux qui vont contribuer au codage des actes, qui sont ceux qui vont remonter les données médicales. On a de plus en plus de demander aux soignants, finalement, de faire ce boulot-là, de faire ce boulot de trier les patients selon leur profil médical, selon leur couverture sociale. On a de nouveaux corps de métiers qui ont été inclus dans des métiers qui ne sont pas les leurs, hein, qui sont ceux de la tarification, qui sont ceux quasiment du travail social, parce que souvent il n'y a pas assez d'assistantes sociales. Et c'est ça qui, à mon avis, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer les excès de la T2A et ses effets pervers, mais c'est parfois cette idée qui est avec tout le soutien qu'on peut leur apporter aux mouvements sociaux de médecins, qui fausse un peu la perspective et qui ferait qu'il suffirait de revenir à l'hôpital des années 80, il suffirait de revenir à la dotation comptable pour avoir un système égalitaire. Je pense que ce n'est pas tout à fait suffisant et que l'hôpital, tel qu'il a été conçu autour des spécialités médicales, avec très peu d'approche des maladies chroniques, avec peu de soucis de la santé publique et avec quand même pas beaucoup de voix pour les patients, il a quelque chose d'un peu inégalitaire dans son ADN, et que si on veut avoir une refondation du système hospitalier pour être plus performant, finalement, il va falloir autre chose que des vieilles recettes. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. On a une question dans le chat de Adrien, Ulysse, Chacha et Federica. Bonsoir, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la genèse de la décision de mise en place des pratiques de guichet conditionnant l'ouverture de droits sociaux à la régularité? Vous parlez de royaume de l'arbitraire, mais en même temps, vous semblez décrire un phénomène organisé et concerté. Non, c'est une question très, très intéressante sur comment s'impulsent les décisions de guichet. Et là, je vous renvoie alors, il y a toute une littérature américaine qui a introduit en France beaucoup Alexis Spire sur les politiques du guichet, où vous avez tout un middle management qui est là où se prennent les décisions. C'est-à-dire que moi, il y a un petit sur cette street level bureaucratie. Alors parfois, on est un petit peu au-dessus. Street level bureaucratie, je ne l'emploie pas toujours parce que parfois, il laisse penser qu'on est vraiment le type qui est derrière le mec du guichet, alors que parfois, on est un peu au-dessus. On est au niveau départemental. Mais dans les années 80, on voit vraiment des pratiques qui font tache d'huile. C'est-à-dire qu'on a un guichet à un endroit où là, les archives ne pourront pas nous permettre de dire qui a commencé, mais on voit d'abord des pratiques de guichet. Et puis ensuite, on voit un papier, mais type une feuille A4 sans référence avec une date. À partir de maintenant, demander pour tel dossier un titre de séjour. Et puis ensuite, on a une note de service. Et puis ensuite, on a une circulaire. Et puis ensuite, on a une directive de l'assurance maladie. Et puis ensuite, on a une loi. Et ça, alors c'est valable pour la protection sociale, mais c'est très, très valable dans les guichets des préfectures. On a comme ça l'administration qui procède par ça va passer, ça va pas passer. Et puis parfois, on s'appuie aussi sur les affects des gens qui sont sur les guichets. Ça, vraiment, Alexis Spire le montre bien, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui ont des préjugés négatifs sur les étrangers, ils vont commencer à introduire cette pratique, et puis en fait, on s'aperçoit que cette pratique, elle permet d'avoir moins de gens qui viennent au guichet, ça arrange tout le monde, du coup, on la propose au chef, et pourquoi on ne la mettrait pas ainsi? Alors, on n'arrive pas toujours à
à retracer hyper précisément. Et puis au bout d'un moment, il y a cette rencontre entre les aspirations d'en haut et en bas. L'idée d'exclure les étrangers de la protection des étrangers en situation irrégulière de la protection sociale, c'est avant tout une idée d'en haut. C'est une idée, vous avez un rapport des énarques de 1983 qui est très clair là-dessus. Donc, au bout d'un moment, vous avez une sorte, je dirais, d'inconscient des institutions qui fait que les choses vont se rejoindre et se solidifier. Sur l'arbitraire, il y a aussi, et là, ce n'est pas les questions de protection sociale, il y a l'arbitraire préfectoral pour la délivrance de titres de séjour. Alors là, le grand artisan de ça a quand même été les années Sarkozy, que ce soit Sarkozy au ministère de l'Intérieur, puis Sarkozy président de la République, où le CESEDA, qui est le code dans lequel vous avez toutes les dispositions sur l'entrée et le séjour des étrangers, dans le CESEDA, on va introduire, en gros, on va créer des conditions, mais toujours, on va rajouter une petite phrase où finalement, le préfet peut toujours dire non. La personne peut remplir toutes les conditions d'accès à un titre de séjour. Au bout du compte, il suffit que le préfet, par 2 phrases, explique que non, finalement, il n'avait pas envie et c'est possible. Et ça, il n'y a pas l'équivalent dans le monde de la protection sociale. Cet arbitraire du préfet, il n'y a pas tout à fait d'équivalent. Il y a une question de Charlotte. Vous pourriez préciser les spécificités françaises dans l'accès au papier pour les étrangers par rapport à d'autres pays? Alors, les spécificités, les spécificités françaises, ça va être un peu caricatural. Globalement, aujourd'hui, tous les pays européens s'alignent un peu avec les demandeurs d'asile dont les droits, enfin les personnes reconnues comme réfugiés dont les droits sont très encadrés par la Convention de Genève. Et là, les États aimeraient bien, mais sont tenus d'un certain nombre de choses. Et sur le reste des étrangers, vous avez à peu près dans tous les pays européens, parce que tout a fini à la Cour européenne des droits de l'homme, donc il y a peu de marge. Vous avez des catégories qui sont protégées, les parents nationaux, les époux et tout. Et puis pour le reste, vous pouvez faire appel, vous pouvez enlever ou donner le titre de séjour en fonction des conditions économiques. Donc la France, elle n'est pas très exceptionnelle. Là où elle est un peu exceptionnelle, c'est sur cette bureaucratie très défaillante. Et c'est sur ces pratiques des préfectures qui reçoivent les gens en retard, qui empêchent d'accéder au guichet, ces procédures très longues. Le fait qu'il y ait une bureaucratie des étrangers qui maintiennent les gens qui pourraient sur le papier avoir le droit à des papiers hors de la régularité de séjour, c'est aussi un peu spécifique. Par ailleurs, la France, c'est moins vrai ces dernières années, mais le fait d'être un pays anciennement colonisateur, occupe aussi une place dans les flux de migration. C'est moins vrai ces dernières années, tout à fait particulière que d'autres pays. En proportion, hein, même l'immigration algérienne, on est sur 30 ou 40 ans dans un nombre de personnes qui est infiniment plus grand, pas infiniment, mais qui est beaucoup plus fort que même l'immigration turque, qui est la première communauté à s'être installée en Allemagne. Donc ça veut dire aussi que l'embouteillage dans la bureaucratie française, elle a des conséquences sur des pans de la population française beaucoup plus grandes que dans d'autres pays. Je vois la question sur la santé mentale, santé psychique. Alors ça, c'est une question vraiment très intéressante. Alors, elle est très intéressante parce qu'elle a beaucoup fait débat en France, où vous avez eu à la fin des années 90 des débats, mais d'une virulence, sur la façon d'aborder la santé mentale des étrangers, entre les tenants, alors des débats un peu théoriques, comme seule la France sait en produire,
entre d'un côté les tenants de l'ethnopsychiatrie, organisés autour de quelqu'un qui s'appelle Toby Nathan, qui considère que les thérapeutiques en santé mentale doivent pleinement intégrer les origines culturelles et doivent les intégrer à la thérapie, et que du coup, le bon thérapeute, c'est celui qui a une connaissance de la culture d'origine. De l'autre côté, vous avez Didier Fassin, toujours lui, qui dit c'est un essentialisme, on assigne les gens à leur culture, et finalement, ce qu'il faut prendre en compte avant tout, c'est le parcours de migration et les traumas liés à finalement l'immigration et la condition sociale qui est faite aux immigrés. Vous voyez, c'est un débat dont on peut se dire quand même aujourd'hui, mais attendez, il y a peut-être un espace entre les deux, mais à cette époque-là, c'est extrêmement clivant. Vous avez des articles par revue interposés, et puis derrière, il y a une lutte de pouvoir autour des ressources de la santé mentale. La santé mentale en France, en général, étranger ou pas, est un parent pauvre, a une histoire compliquée autour de la psychiatrie, l'antipsychiatrie, enfermer, pas enfermer les gens, la psychiatrie de secteur. Vous avez des ressources faibles, et là, vous allez avoir deux camps qui se battent pour dire le centre de santé mentale des étrangers, il faut qu'il soit plutôt de cette obédience-là ou pas. Malgré tout, il va y avoir des lieux qui vont réussir à exister, comme le centre Minkowska, comme l'association Primo Levi, plutôt dirigée vers les demandeurs d'asile, avec l'idée, mais ça les chiffres le montrent, il y a parmi les demandeurs d'asile, de fait, il y a beaucoup plus de gens qui ont connu des parcours traumatiques. En revanche, pour les migrants qui sont hors de ces parcours d'asile, il n'y a pas grand-chose. Il reste la possibilité d'être régularisé pour soins du fait de pathologies mentales, mais c'est de plus en plus difficile, et il existe quand même peu de structures, à part à Paris, qui prennent en charge cette question de la santé mentale. En sachant que la santé mentale, quand vous êtes sur de la médecine, on va dire de la précarité ou de la médecine d'urgence, c'est toujours un parent pauvre, et que finalement, là, les migrants, ils sont renvoyés vers les CMP, centres médico-psychologiques, qui sont déjà débordés. Et puis, il y a l'autre question cruciale pour la santé mentale, encore plus que pour le reste, c'est l'interprétariat. Vous pouvez très difficilement, même en choisissant, alors en plus là vous avez le débat thérapie par la parole ou les médicaments, mais même si vous voulez prescrire des médicaments en santé mentale, il faut quand même que les gens aient pu vous expliquer comment ils se sentaient. En France, il y a très très peu d'accès à l'interprétariat, il y a de l'interprétariat par téléphone, mais c'est compliqué, ou vous avez des formes d'interprétariat qui ne sont pas satisfaisantes, on fait appel à un membre de la famille, donc c'est typique dans les hôpitaux français aujourd'hui. Vous avez des filles qui doivent raconter devant un médecin la dépression ou les problèmes gynécologiques de leur mère. Donc, évidemment, ça marche. C'est quand même pas génial en matière d'approche pour les soins, et ça constitue un obstacle très très grand à l'accès à la santé mentale, avec des populations, et puis je m'arrêterai là, qui en plus ont des besoins spécifiques, notamment toutes les populations qui veulent pas rester en France, mais qui aspirent à aller dans un autre pays. L'exemple le plus frappant étant les gens qui sont à Calais, qui ne sont pas des gens qui veulent déposer une demande d'asile en France, qui veulent forcément, voilà, mais qui sont souvent dans des problématiques de santé mentale très grandes, et qui du coup ne peuvent pas, et du coup on n'a pas vraiment de dispositifs qui peuvent s'inscrire dans ce passage de la migration. Par ailleurs, en France, il y a une sorte de choses très acceptées, et ça je ne pourrais pas faire de comparaison internationale, sur le fait que
la migration est une souffrance, que finalement, quand on est migrant, c'est un peu normal de ne pas avoir le moral. Être loin de chez soi, c'est pas facile. Migrer, c'est pas facile. Il y a une sorte de banalisation de la souffrance en santé mentale qui rend la légitimité des actions en santé mentale compliquée. D'ailleurs, alors moi, ça, je l'ai entendu, y compris dans des cabinets ministériels, l'idée qu'il faudrait mieux que si les gens rentraient chez eux, ça irait beaucoup mieux. Parce que finalement, il y a une douleur de l'exil et tout, qui est compris une sorte de topos avec un peu littéraire, etc., qui est mobilisé pour disqualifier les besoins en santé mentale. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui veulent poser des questions à l'oral. Sinon, moi, éventuellement, j'ai une question, s'il n'y a personne d'autre. Je me souviens que l'année dernière, du coup, au moment de la Nuit des idées, vous aviez terminé par un passage assez pessimiste sur le fait que finalement, vous aviez l'impression que toutes les recherches existaient et tout était disponible pour soutenir notamment la généralisation de l'ouverture du système de santé aux étrangers et que même si on était dans une perspective purement rationnelle en fait, et économique, les politiques de restriction de l'AME, notamment avec le délai de carence qui a été introduit, tout ça, n'ont aucun sens. Mais que vous avez l'impression qu'il y avait zéro écoute des politiques sur ce sujet. Et que c'était juste avant, du coup, le confinement, tout ça. Est-ce que vous pensez que la situation de crise sanitaire actuelle et tout va faire aborder différemment les questions de santé publique pour toutes les personnes qui vivent sur le territoire français? Ou est-ce que vous pensez que ça va rien changer? Alors, c'est très intéressant. C'est un peu la question avec laquelle je me lève tous les matins, faut pas exagérer, mais c'est vraiment mais c'est aussi la question que je me pose non seulement pour l'accès aux soins des étrangers, mais pour la lutte contre le VIH. Est-ce que ça va tout changer? Enfin, ou est-ce que bon, dans un an c'est fini, on repasse à autre chose? Ça va être beaucoup plus compliqué maintenant de dire que se soucier de la santé des gens, et il y aurait une opposition entre la santé et l'économie. C'est ce que je vous disais au début. Une population en meilleure forme aurait été une population où le Covid aurait été beaucoup moins embêtant et beaucoup moins coûteux. Économiquement. Donc l'opposition santé-économie, il va falloir quand même être bien accroché pour la soutenir, comme on pouvait encore la soutenir il y a 3-4 ans. L'idée que la protection sociale n'est pas un facteur de santé publique, là aussi, ça va être extrêmement compliqué. Donc moi, alors, ça ne me rend pas optimiste parce qu'on est quand même dans une crise d'une brutalité beaucoup plus forte. Bizarrement, moi, maintenant, mes inquiétudes ont un peu bougé. Je suis beaucoup plus inquiète de fantasmes autour d'une santé très autoritaire. Sur si tu ne te soignes pas, tu es coupable de ne pas te soigner, etc. Les fumeurs, les gros, finalement, ils se soigneraient, ils seraient moins sensibles aux maladies, etc. Je sens beaucoup plus une reprise du pouvoir médical dans sa pire version et finalement une santé publique qui s'est découvert, je veux dire, la santé publique en France, il y a eu plein de livres dessus, elle était pas très puissante, etc. Là, elle a mis au pas le pays pendant plus d'un an et demi, comme dans beaucoup de pays du monde. Et finalement, je ne critique pas en soi, mais finalement, une fois qu'on a eu un tel pouvoir, ça va être difficile de l'enlever. Est-ce que ce pouvoir-là va être au service des populations les plus marginalisées ? C'est compliqué à dire. Mais des choses vont quand même évoluer. C'est très, très indistinct. Moi, mon inquiétude aussi, c'est que ça risque d'être beaucoup dirigé vers la fascination pour les biotechnologies, le succès,
Du vaccin, pas de la campagne de vaccination. Le vaccin en tant que produit, c'est quand même, il faut dire ce qu'il est. Moi, j'étais la première à être très agréablement surprise. C'est un produit de santé qui a plein de bénéfices et puis qui a été produit en un temps record. Les données qui sont livrées, elles sont vraiment intéressantes, elles sont vraiment solides. Pour l'aspect se protéger des formes graves, pour l'aspect de est-ce que ça empêche la transmission, on verra ça dans les semaines et les mois qui viennent. Moi, j'ai peur on va en gros se dire que de toute façon, les problèmes de santé, à la fin, on trouve toujours un médicament, un vaccin, un truc, et on va faire des applis pour tout. On va faire santé.gouv, tous.covid, Covid puis bidule, etc. Donc, j'ai peur que ça soit la santé, la dimension financiarisée du capitalisme sanitaire avec les biotech et avec les développeurs d'appli qui tirent profit de la crise et d'un nouveau souci de la santé des populations plus que les populations étrangères. Après, j'espère qu'on a au moins 2 ans devant nous où des gens ne vont pas commencer à remettre en cause l'aide médicale d'État en expliquant que ça ne sert à rien. Mais je pêche peut-être par optimisme. Est-ce qu'on a encore le temps pour poser une dernière question? Oui, je pense, oui. On a encore un peu... Merci beaucoup pour votre intervention, c'était vraiment passionnant. Vous avez dit à un moment que l'aide médicale d'État introduit une certaine banalisation des conditions de sans-papiers. Je voudrais demander si cette banalisation se manifeste dans les statistiques. Est-ce qu'il y a une certaine convergence, divergence ou une relation quelconque entre la régularisation pour le motif d'accès aux soins et l'introduction de l'aide médicale d'État? Parce que si j'ai bien compris, elle est postérieure à l'institutionnalisation de l'aide de la régularisation pour le motif d'accès aux soins qui a eu lieu, il me semble, en 97 ou 99. Alors, il y a juste l'aide médicale d'État et le droit au séjour pour soins ne concernent pas les mêmes populations parce que dans l'aide médicale d'État, vous avez plein de gens qui ne sont pas très malades. Vous avez des gens juste, ils ont des besoins de soins, donc c'est vraiment. Et du coup, la régularisation pour soins, c'est pas très élément, mais c'est un stock de 30 000 personnes, tandis que l'aide médicale d'État, on est plutôt sur 300 000. Par contre, on voit le nombre de personnes à l'aide médicale d'État augmenter, pas seulement lié au flux migratoire, mais en fait corrélé aux restrictions d'accès au titre de séjour. C'est pas, les sans-papiers ne se fabriquent pas seulement avec des gens qui arrivent illégalement, ça se fabrique par des gens à qui, à situation égale, il y a 10 ans, on donnait un titre de séjour et aujourd'hui, on n'en donne plus et donc ils finissent à l'aide médicale d'État. Ça, c'est corrélé avec malgré tout des incertitudes parce que par essence, on est dans une population illégale sous les radars sur lesquels il y a des débats sur les données très forte. Avec ce qu'il y a de paradoxal, c'est que finalement, aujourd'hui, les services de l'État utilisent l'aide médicale d'État pour compter les sans-papiers. C'est le seul endroit où finalement on arrive à avoir des chiffres convaincants. Oui. Je vois la question du très prolixe groupe Adrien, Ulysse, Chacha et Frédérica sur l'accès aux soins.
partie émergée du problème, effectivement. Alors, il faut, même si on donnait, et ce dont je me réjouirais demain, une carte vitale avec une couverture maladie à l'ensemble des personnes vivant sur le territoire français, on n'aurait fait qu'un bout du chemin. Il y a plusieurs autres facteurs. La Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, le 93, c'est un désert médical. Donc, il y a une question d'offre de soins qui fait que si vous voulez trouver un généraliste pour être votre médecin traitant dans le 93, il y a plein de communes où c'est juste pas possible. Donc, il y a un problème de pure offre. Vous avez la question de l'interprétariat que je vous ai évoqué d'ailleurs. Et puis, il y a un autre phénomène dont souvent, je pense, on a plus de mal dont on a plus de mal à parler. Et moi, je dois moi-même dire que j'ai du mal à l'aborder dans ma thèse. C'est la question du racisme dans les lieux de soins. Alors, j'ai certainement eu du mal à l'aborder parce que quand vous allez dans un hôpital comme de La Fontaine, vous apercevez qu'il n'y a pas d'un côté, on n'est pas dans une caricature, je dirais, de médecine coloniale ou plutôt de médecine humanitaire, où vous avez des médecins blancs qui soignent des populations noires. En fait, aujourd'hui, le système de soins, là, il y a un rapport de Dorothée Prudhomme, qui est un peu ancien, mais qui est intéressant, qui est qu'en fait, la machine du soin et même la machine du care au sens large, en France aujourd'hui, elle tourne grâce à des personnes racisées, à des personnes immigrées et des personnes enfants d'immigrés. Aujourd'hui, l'hôpital public en France, il tourne grâce à des médecins étrangers qui sont moins payés et qui ont un moins bon statut que les médecins français. Donc, du coup, la question du racisme dans le soin, elle devient un petit peu plus complexe. Mais bon, ça n'exclut pas tout. Je pense que c'est très difficile. Moi, je l'ai vu intellectuellement, penser les lieux de soins comme on peut les penser comme des lieux inégalitaires, etc. Mais là où s'exerce du racisme, c'est vraiment pas évident. Mais malgré tout, peut-être que vous en avez entendu parler, c'était il y a 2 ans, il y a eu une affaire Naomi Mussanga, donc c'était une jeune femme strasbourgeoise qui a appelé à de multiples reprises le SAMU pour se plaindre de douleurs absolument terribles. Et finalement, elle a été prise en charge beaucoup trop tard et elle est décédée. L'une des hypothèses pourquoi cette jeune femme, dont les enregistrements ont été rendus publics, c'était absolument terrible ce qu'elle exprimait, et surtout en face, on avait une opératrice du SAMU qui témoignait d'un certain dédain, voire indifférence à ces plaintes. L'une des hypothèses qui a été formulée, c'est le fait que sa voix pouvait l'identifier comme une personne noire ou racisée, peut-être son nom, même si ça, c'est pas très clair, tu restes que l'opératrice, à quel moment elle a eu son nom, et que cette jeune femme aurait été victime de ce qu'on appelait parfois en médecine le syndrome méditerranéen, qui consiste, donc c'est un préjugé raciste, qui consiste pour un certain nombre de médecins à moins bien prendre en compte la douleur quand elle est exprimée par des populations étrangères, racisées. À l'origine, c'était plutôt utilisé pour décrire les Maghrébins. Donc, vous trouvez encore dans les années 70, vous avez des manuels où attention au syndrome méditerranéen, c'est-à-dire la tendance des immigrés maghrébins à trop se plaindre. Ça, c'est très, très compliqué à observer dans le système français. Il y a un travail, il n'est pas seul, mais c'est l'un des plus intéressants, de Prissy Sauvegrain sur
sur la prise en charge des femmes en maternité, qui montre bien que sur cette question de la douleur, etc., on n'a pas du tout la même appréhension par le personnel médical et les sages-femmes selon que vous ayez une femme qui soit assignée à une origine, une race, etc. Et que c'est un vrai souci avec, comme toujours dans les préjugés racistes, c'est perdant à chaque fois. Ces femmes, soit on considère que quand elles se plaignent, en fait, elles ont l'habitude, dans leur pays, on accouche en péridurale, donc en gros, c'est des durs à cuire, ça ne sert à rien de s'intéresser à leur douleur parce qu'elles savent surmonter ça, ou vous voyez, le truc se retourne, c'est la magie terrible de ce genre de préjugés, ou au contraire, elles se plaignent tout le temps, elles sont extrêmement douillettes, donc il ne faut pas prendre en charge la douleur. Et ça, c'est un élément qu'on a beaucoup de mal à appréhender, à penser, et il manque des travaux en sciences sociales. Enfin, il y a encore plein de chantiers en sciences sociales, mais qui vont nécessiter des dispositifs d'observation de long terme, et puis de regarder les choses. Moi, j'ai vu pas mal dans l'hôpital où j'ai fait mon terrain. J'ai vu des assistantes sociales immigrées considérer que d'autres immigrés n'avaient pas leur place dans le système de soins. Donc, ça nécessite vraiment de l'observation ethnographique fine, etc., pour qu'on ait des résultats qui pourront avoir des diagnostics plus précis et qui pourront permettre une amélioration de ce qui reste un peu un tabou du racisme. Et puis, vous avez aussi la non prise en compte des spécificités de santé. Par exemple, si vous êtes originaire du sous-continent indien, vous avez beaucoup plus de risques de développer un diabète que la population générale française. Et aujourd'hui, on a un système de soins français qui est très mal outillé pour aller dire aux gens, vous, du fait de vos origines, on vous propose, et on propose de construire avec vous de la prévention. Moi, je me souviens que j'avais invité quand j'étais prof, une diabétologue à parler à des élèves. Il se trouve qu'il y avait pas mal d'élèves qui étaient enfants d'immigrés originaires du sous-continent indien, et je me souviens que des collègues m'avaient dit, mais c'est irresponsable, on peut pas assigner, voilà, on peut pas assigner ces enfants à leurs origines. Et j'étais là, mais c'est pas, on les assigne pas à leurs origines. Il y a des caractéristiques génétiques bien connues qui font qu'ils sont plus sensibles au diabète, et qui fait que par rapport à leurs petits camarades, à d'autres petits camarades, être moins sensibilisés sur ce sujet et consommer beaucoup de sucre aura des effets plus délétères pour leur santé. C'est notre devoir en tant qu'éducation nationale que de les tenir au courant, etc. Mais ça, c'est des débats très forts, et je pense que le système de soins français, il y a encore pas mal de chemin devant lui pour réussir à surmonter ça. Ah ben merci pour toutes les références. Je pense que merci beaucoup pour les réponses et la discussion. Je pense que s'il n'y a plus de questions, là, on va finir. Il nous reste quelques minutes. Merci beaucoup d'être venue, Caroline, c'était super intéressant. Et ouais, j'ai mis l'essentiel des références que vous avez citées, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et après, l'épisode, il est enregistré normalement, donc il sera disponible sous forme de podcast. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis merci beaucoup. Merci pour votre écoute et vos questions. Merci, bonsoir. Merci.